Donc, bonjour Jacques Azera, un grand merci. Je vous arrête tout de suite. Azera. Azera, excusez-moi. Je suis très sensible. Vous avez raison. Mais c'est pas c'est un point. Un grand merci donc d'avoir accepté notre invitation. Donc ça c'est la première audition qu'on va faire. D'autres vont suivre. Là, on va essayer d'axer cette audition plutôt sur la biodiversité en français, à la fois dans les forêts françaises, à la fois dans le modèle actuel et puis dans le modèle que vous défendez. Et est-ce que, du coup, si on peut commencer, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par vous présenter et expliquer voilà, ce que vous faites Eh bien, moi aussi, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je suis très honoré. Donc, pour ce qui me concerne, je suis donc expert forestier. Je suis expert près la Cour d'appel de Bordeaux également. Et j'ai un parcours d'autodidacte forestier. Donc j'ai fait mes armes sur le terrain. Et par contre, j'ai quand même fait une formation plus théorique, mais en fin de parcours. C'est-à-dire, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à compléter ma formation d'autodidacte par des formations théoriques, des stages, des formations un peu dans toute la France, et donc acquérir des bases techniques plus solides que ce que j'avais avant. Voilà. Et puis ça m'a permis de rentrer dans l'expertise forestière et voilà, de monter quelques échelons, mais c'est en fin de carrière. Voilà. Je suis sinon forestier depuis une trentaine d'années par héritage, puisque ma famille est propriétaire de forêt depuis plusieurs générations. Et à la mort de mon père, c'est tout naturellement d'abord que j'en ai hérité, et puis que je m'en suis occupé à l'occasion de la perte d'un emploi. J'ai décidé de me mettre à gérer la propriété familiale. Voilà, et puis je suis rentré comme ça dans le circuit. Vous êtes aussi vice-président de ProSilva France. Alors oui, ça c'est un point important. Effectivement, j'ai découvert ProSilva dans les années 2004, 2003, 2004, grâce à la rencontre avec un confrère disparu aujourd'hui, Didier Muller. C'est lui qui m'a ouvert la porte de ProSilva, c'est une association qui, dès que j'ai compris ce qu'elle faisait, j'ai compris aussi qu'elle correspondait exactement en fait à des aspirations profondes que j'avais en moi, que je n'aurais jamais su exprimer auparavant. Mais voilà, je suis rentré dans mes bottes, si vous voulez, le jour où j'ai rencontré ProSilva, et je me suis engagé très vite dans la défense ou la promotion de sa ligne de sylviculture. Et depuis, je continue de plus en plus fort même, parce que vous voyez, aujourd'hui, si je suis là, c'est le fruit de cet engagement qui est... En fait, c'est un peu toute ma vie. Voilà. Oui, et puis vous avez une expertise très reconnue sur le sujet, donc on vous remercie encore une fois. Est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer justement ce que porte l'association? Donc si je ne me trompe pas, l'association elle existe depuis 1989. Oui, c'est ça, au niveau européen. D'accord. Et après, la déclinaison française, et dans d'autres pays c'est pareil, la déclinaison française avait le jour en 90. En gros, ça fait 30 ans que ces associations existent. Donc, en gros, c'est des forestiers qui s'étaient regroupés en réaction à ce qu'ils voyaient venir déjà dans les années 80, 85, 90, et qui leur déplaisait beaucoup, c'est-à-dire quelle gestion forestière, quelle sylviculture, quel type d'exploitation se mettait en marche déjà à cette époque, et c'est ça qui les a fait réagir. Ils cherchaient, eux, à promouvoir une gestion forestière qui soit plus proche de la nature, qui soit plus respectueuse des milieux, et finalement qui soit plus efficace, parce que lutter contre la nature pour maîtriser les plantes sauvages, par exemple, adventices, concurrentes, comme beaucoup disent, ou alors faire avec et les intégrer dans le système. Eh bien, dans un cas, on dépense beaucoup d'énergie à lutter, et dans l'autre, au contraire, on est en symbiose, si je peux dire.
Ça rappelle un petit peu la philosophie asiatique, où les arts martiaux asiatiques sont beaucoup plus dans l'utilisation de la force de l'autre, de l'adversaire, et là, finalement, on est un peu dans ce même esprit. Et c'est intéressant parce que justement, dans le modèle dominant de gestion des forêts aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui est affirmé. Oui, totalement. Et il y a un espèce de dogme là-dessus qu'il faudrait justement faire le contraire de ce que vous dites aujourd'hui. Et oui, c'est ce que nous préconisons, parce que non seulement on pense que ça marche mieux, mais en plus, on l'expérimente. On commence à avoir de l'ancienneté dans ces pratiques-là, 30 ans pour certains, mais pour d'autres qui étaient déjà dans cette approche, c'est plus que 30 ans, ça peut être 50 ans, voire plus. Personnellement, moi, ça fait 15 ou 20 ans, mais même plus, que j'expérimente des choses et que je vais dans ce sens, et effectivement, les résultats sont très positifs aussi, très encourageants, et me persuade, me conforte dans les choix que j'ai faits, sachant que parfois on peut faire une erreur, et à ce moment-là, c'est pas un dogme si vous voulez, mais 90% ou 95% des expérimentations qu'on fait dans ce sens sont favorables et sont positives et sont encourageantes pour aller plus avant dans cette approche. Et du coup, si on va un peu dans les enjeux sur la biodiversité, entre le modèle dominant actuellement et le modèle que vous défendez, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux et les dangers autour de la biodiversité et les écosystèmes forestiers aujourd'hui avec le modèle qui est dominant aujourd'hui, et pourquoi, quand vous dites par exemple qu'on expérimente et que ça fonctionne sur des choses, pourquoi est-ce que la méthode que vous défendez, elle est plus intéressante sur le point de vue des écosystèmes? Il y a pas mal d'aspects, mais déjà au plan économique, la sylviculture industrielle ou intensive, je ne sais pas trop comment la qualifier, elle est très interventionniste en travaux, en consommation de fuel, en mécanisation, etc. Et tout ça, ça coûte très cher. Donc, si vous voulez, déjà sur le plan économique, le propriétaire qui entre dans ce jeu d'intervention forte et permanente, il est déjà perdant parce qu'il est obligé d'investir en permanence. Bon. Mais en investissant comme ça, comme il fait, de façon puissante, massive et contraire au processus naturel, il détruit son sol. C'est-à-dire que progressivement, du fait qu'il va taper sur les végétaux, les réduire, les maîtriser, réduire la concurrence par rapport aux arbres, il va réduire la fertilité de son sol, parce que c'est les végétaux qui font le sol, c'est la plante qui fait le sol. Si on a des sols qui sont productifs aujourd'hui, c'est parce qu'on bénéficie de milliers et de milliers et de milliers d'années de présence des végétaux sur place. Les végétaux pompent dans le sol, ils redéposent leurs feuilles ou des éléments chimiques par les racines, et tout ça c'est repris, c'est recyclé, et c'est repris par la faune du sol notamment, qui recombine tout ça, et tout ça c'est retransformé en éléments minéraux qui sont disponibles pour les végétaux qui suivent. Bon, s'il n'y avait pas eu cette historique, cette antériorité de présence des végétaux, on n'aurait que du sable ou de la roche, si vous voulez, il n'y aurait rien à bouffer pour les arbres. Donc, en tapant sur les végétaux comme on fait, on réduit le potentiel de fertilisation de ces végétaux. Mais ça veut dire aussi qu'on réduit petit à petit, progressivement, on réduit la fertilité des sols, et en conséquence le potentiel de production des arbres. Alors après, il y a toute une série de conséquences également sur la biodiversité,
qui est le grand sujet du jour, mais finalement il est secondaire. Du coup, là-dessus, en plus, ça se nourrit. Quand vous dites ça baisse la fertilité du sol et donc des végétaux, donc ils mettent des pesticides, par exemple. Pas forcément, mais même sans mettre des pesticides. Alors, s'ils mettent des pesticides, c'est pire, si vous voulez. Mais même sans mettre des pesticides, déjà, ils entrent dans un cercle vicieux. Et alors sinon, à force de bousculer les sols, parce qu'on les laboure, on fait des compléments de labour, on fait des entretiens qui rentrent dans le sol, des matériels lourds, de plus en plus puissants, on tasse les sols, on abîme leur porosité, etc. Enfin, c'est sans arrêt qu'on fait des actions assez violentes. Et donc, les petits animaux, que ce soit des colamboles, des vers de terre, ou tout ce qu'on veut, ou des bactéries qui sont dans le sol, ou les champignons aussi, tout ça, ça a tendance à être... c'est-à-dire qu'on perturbe leur habitat, et du coup, forcément, leur activité diminue, obligatoirement. Or, c'est eux aussi qui participent à la fertilité du sol, mais aussi aux équilibres sanitaires, quand il s'agit de répondre à une pullulation de parasites. Il faut qu'il y ait du monde derrière, si vous voulez, et divers, avec beaucoup de diversité, pour être capable de réagir rapidement et de répondre à l'attaque. Donc, plus on trafique le sol et les végétaux et tout, plus on limite les capacités de réponse, de fertilisation, comme j'ai dit, mais aussi de réponse sur les plans sanitaires. C'est assez intéressant. Et donc, dans le modèle que vous défendez et que vous expérimentez, comment vous faites ? Nous, si vous voulez, c'est travailler moins pour gagner plus. C'est un très bon slogan. ProSilva, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on laisse faire la puissance de la nature, parce que c'est les processus naturels qui sont à l'œuvre dans une forêt, ou qui devraient être à l'œuvre. C'est eux qui ont la puissance, la capacité et le potentiel de régulation pour fabriquer de la forêt, c'est-à-dire un milieu à la fois riche, diversifié, où il y a de la faune, de la flore, etc., des arbres, une diversité d'arbres, pas toujours, mais enfin, c'est un peu vers ça que ça va quand même. Quand il n'y a pas de diversité d'arbres, comme chez nous dans les Landes, le pin maritime, même si on ne fait pas grand-chose, il y a beaucoup de parcelles où le pin maritime est seul, mais ça c'est parce que c'est l'historique des sols qui sont trop jeunes, ils ne sont pas encore assez fertiles, si vous voulez, pour pouvoir accueillir d'autres essences. Mais notre position, c'est de laisser faire, de laisser évoluer de façon naturelle. Cette puissance, c'est une véritable puissance qui est liée à l'énergie lumineuse du soleil. Tout vient de là, enfin, entre le soleil et le sol, Donc, notre position consiste à laisser faire, à regarder pousser et à intervenir à la marge. C'est-à-dire, on a une machine qui fonctionne, qu'on laisse fonctionner à plein régime, et notre rôle de forestier consiste juste à l'orienter un peu, c'est-à-dire on cherche à produire des arbres de haute qualité, et pour ça, on a besoin du forestier. Pour choisir des arbres qui soient droits, des arbres qui soient sans branches, enfin qui fassent du bois de haute qualité, susceptible d'alimenter des menuisiers pour faire des chaises comme ça, des tables, des charpentes, etc. Vous voyez, des biens de consommation pour la société, ou du bois de chauffage. C'est-à-dire que chaque arbre a un certain potentiel, et nous, forestiers de ProSilva, on va simplement essayer de régler à la marge en enlevant un arbre, un autre, de façon à favoriser celui qu'on pense être le meilleur pour alimenter les besoins de la société. Et voilà, c'est de l'observation, du bon sens, c'est relativement simple, c'est à la portée de beaucoup de gens en réalité. Et ça marche. Et du coup, une question, donc c'est intéressant ce que vous dites sur c'est relativement simple. Combien de personnes enfin peut-être que vous ne savez pas exactement, mais est-ce que c'est un mouvement qui se développe aussi en France, ou vous disiez tout à l'heure qu'il y a un dogme qui est malheureusement de plus en plus présent du côté du modèle dominant. Quels sont les freins justement à un développement
d'un système qui fonctionne, comme vous le montrez, et qui est beaucoup plus respectueux à la fois des sols, de la biodiversité. Quels sont les freins à son développement ? Alors, dans ce que je dis en général, c'est principalement l'image de la forêt landaise, massif landais, qui représente quand même 1 million d'hectares, mais c'est celui où je vis, c'est celui où je travaille, que je vois tous les jours. Et c'est là qu'il y a des grands problèmes de perçage, si vous voulez, pour une association comme ProSilva et les autres. Il n'y a pas que ProSilva. Il y a notamment le RAF et puis Hauteurs-Morvan Écologie, mais enfin ils sont dans des régions différentes. ProSilva en Aquitaine, on fait une très grande percée, mais on part de zéro. Depuis 10-15 ans, si vous voulez, on est parti de zéro et puis là on arrive à avoir pas mal d'adhérents. On commence à peine à avoir une audience. Ça c'est en Aquitaine, dans le massif landais. En revanche, dans les autres régions de France, ProSilva fait partie du paysage. Depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, ça dépend des régions évidemment, mais ProSilva fait partie des techniques ou des approches qui seront conseillées dans les CRPF, dans les syndicats, dans les chambres d'agriculture, etc. ProSilva est présent, admis, et elle fait partie du paysage forestier. Donc le gros problème qui reste, c'est chez moi. Voilà, c'est le massif landais où là, il y a des résistances extrêmement fortes qui s'expliquent par autre chose que des points techniques, si vous voulez. Tout à l'heure, en parlant de la forêt landaise, vous disiez qu'il y avait une difficulté que lorsque le sol n'était pas assez fertile, il ne pouvait pas encore accueillir d'autres essences. Il y a une question autour des essences qui est forte dans les forêts françaises. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu ça ? C'est principalement dans le massif landais, là encore, si vous voulez, parce que, quand même, l'ensemble des régions de France ont une forte diversité. Tout à fait. Alors, comme elles sont quand même artificialisées, cette diversité naturelle, elle est limitée souvent parce qu'on veut faire que du chêne ou on veut faire que du hêtre ou de la hêtraie sapinière, mais finalement il y a 2-3 essences et c'est le forestier qui limite. Bon, chez nous c'est pas le cas, dans le massif landais, c'est le sol qui limite. C'est le sol et le climat parce que on a des gelées tardives, on a des hivers qui peuvent être très froids, on a des sécheresses et les hivers sont inondés souvent. Donc des arbres qui supportent l'inondation, il y en a, mais enfin, chez nous c'est le pin maritime, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui sont capables. L'été, vous avez des sécheresses qui peuvent être très longues. Et le pin maritime est vraiment l'essence hyper adaptée pour ces conditions-là, pour notre région. Alors, côté sol, c'est un sol effectivement jeune et pauvre, qui est basé sur du sable, le sable lui-même étant un matériau extrêmement pauvre. J'attends peut-être que ça... C'est la sonnerie pour le début de la séance, oui, on va attendre l'entrée des classes. Exactement, c'est comme à l'école, on a... Voilà, donc nos sols landais, c'est du sable, sans rien, et la seule chose qui puisse alimenter les végétaux, les arbres, c'est la matière organique, justement, issue des végétaux précédents. Mais si vous voulez, c'est une richesse qui est très modeste, et jeune et modeste. On peut supposer que dans 1 million d'années, ce sera beaucoup plus riche, à condition qu'on laisse faire, qu'on laisse jouer les végétaux, les champignons, les animaux du sol, etc. Bon. Et donc, tout ça, c'est à la fois le sol pauvre et le climat relativement rude, bien que pour les vacanciers ça soit agréable, si vous voulez, c'est un climat rude. Et c'est ça qui limite le nombre d'essences. Mais en fait, ça ne concerne que peut-être
85%, je ne connais pas la proportion, mais ça ne concerne pas toutes les stations, tous les sols des Landes, et notamment près des habitations, où il y a eu autrefois de la culture, de l'élevage, des champs, etc., et des actions humaines. Les sols sont plus riches et plus frais. Et sur ces sols-là, on peut très bien avoir du chêne, et enfin d'autres feuillus aussi, mais notamment du chêne de très belle qualité, et qui pousse très bien. Et ça, c'est passé sous silence. Si vous demandez à un forestier landais, si vous lui demandez pourquoi il ne fait pas du chêne chez lui, il va vous dire que vous êtes une folle, quoi. Parce que c'est une espèce de dogme. C'est peut-être exagéré de parler de dogme, si vous voulez, mais c'est impossible de faire du chêne chez nous. Alors que moi, j'ai fait des expérimentations dans ce domaine, et puis j'en connais chez mes clients, chez d'autres personnes, des chênes qui sont vraiment très beaux, de très belle qualité, et qui poussent très bien. Mais on ne peut pas le faire partout. Voilà. Quand un chêne, spontanément, lève un semis de chêne, se met en place à un endroit, souvent, on le détruit. Alors que si on le laisse simplement faire son boulot d'arbre, si vous voulez, il peut très bien pousser. Alors, ce chêne va très bien pousser, et puis son voisin, non, si vous voulez. Et là, c'est là que le forestier doit être observateur et faire son travail. Mais il y a un potentiel de diversification réel. Et alors, ça a un avantage, notamment au plan sanitaire, parce que la présence de feuillus est extrêmement bénéfique pour protéger les pins de certains parasites. Ah oui, donc ça a un avantage pour... d'accord. Voilà, même, si vous voulez, même des chênes qui soient rikiki, qui seraient mal foutus, tout ce que vous voulez, ils ont quand même à la fois un bénéfice sur le plan sanitaire vis-à-vis des pins, et en plus, ils enrichissent le sol un peu plus vite que ce que font les pins. Les pins l'enrichissent aussi, mais le chêne mieux. Donc tout ça, c'est ça, la machine, voilà, c'est comme ça que la machine marche, c'est d'elle-même. À Pro-Sylva, on appelle ça l'automation biologique, ou les processus naturels qui sont en automation biologique. Voilà, c'est une automation, c'est automatique, ça marche, à condition qu'on ne soit pas tout le temps en train de taper à coups de marteau sur la bagnole, quoi. À force, la bagnole, elle ne marche plus. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, bon, nous, on est un groupe de parlementaires donc, qui allons faire une proposition de loi. Donc, l'idée, c'est de la co-construire avec différents acteurs, donc qu'on auditionne comme vous. Les assises de la forêt donc, auront lieu fin octobre avec 120 professionnels qui vont aussi permettre d'enrichir cette proposition de loi. J'étais invité, mais malheureusement, je ne pourrais pas y être. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on vous auditionne et c'est bien. Comme ça, on a l'occasion de vous entendre. Qu'est-ce que vous diriez quels sont les points qu'il faudrait, par exemple, mettre dans la loi pour faire en sorte que l'ensemble des forêts se porte mieux? J'ai vu que, par exemple, vous vous étiez exprimé plusieurs fois sur la question du dessouchage, sur les questions des coupes rases. Enfin voilà, si vous aviez des préconisations à nous faire, quelles seraient-elles? Alors, je vais parler un petit peu de tout ça, mais c'est des points techniques. D'accord. Et pour moi, c'est secondaire. D'accord. Alors, le dessouchage, ça fait partie des absurdités qu'on pratique à grande échelle. Une fois qu'on a fait la coupe rase, on envoie une pelle mécanique pour arracher les souches. Ces souches, on les laisse assécher pendant 6 mois ou 1 an sur la parcelle, et puis elles aboutissent à une chaufferie industrielle. C'est une aberration pour le sol, pour la diversité biologique, pour la conservation du carbone, de la matière organique sur place, des habitats, les insectes lignivores qui s'alimentent avec le bois, ils mangent de la souche,
et ils sont à la base d'une chaîne alimentaire. Si on leur supprime la souche, il n'y a plus les insectes, il n'y a plus leurs habitats, il n'y a plus les insectes, il n'y a plus la chaîne alimentaire. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Sur les coupes rases, c'est encore autre chose qui est très dégradant pour le milieu. C'est peut-être pas le pire, mais enfin c'est quand même une coupe rase de grande surface et faite avec les techniques modernes, les engins lourds modernes qui se préoccupent vraiment très peu des tassements de sol et des choses comme ça, de la porosité. C'est vraiment violent pour le milieu et donc ces coupes rases telles qu'elles sont faites aujourd'hui, c'est comme une déflagration, si vous voulez, c'est comme un champ de bataille. Donc c'est très néfaste également. J'ai vu que vous aviez envisagé dans le projet de les interdire. Alors, sous certaines conditions. Voilà, moi je pense que c'est pas une bonne idée parce que ce type d'interdiction, ça va être bloqué systématiquement parce que ils sont acharnés là-dessus, si vous voulez. Et ils sont puissants, les gens qui sont aux commandes dans un milieu comme le Massif landais. Et puis, je pense qu'il faut de la souplesse dans la gestion. Dans certaines conditions, on peut être amené, même nous, même moi, ProSylva, si vous voulez, on ne peut pas savoir, on peut être amené à faire une coupe rase. Moi, je n'en ai pas fait depuis une vingtaine d'années, mais je ne sais pas. Vous auriez un exemple, par exemple? C'est intéressant que vous disiez ça. Non, j'ai pas d'exemple, mais je ne veux pas me fermer la porte, si vous voulez. Je crois que ce serait une erreur de passer par la sanction, la contrainte, et je crois que ce serait beaucoup plus efficace, au contraire, de passer par un genre d'incitation. Voilà. Alors, c'est à mettre au point, il faut y réfléchir. Moi, j'avoue que je ne me préoccupe pas trop de ça, parce que j'en fais pas de coupe rase, donc... je ne m'intéresse pas trop. Mais voilà, bon, tout ça, il y a d'autres points, si vous voulez, techniques, qui sont néfastes, et qui sont quand même pratiqués. Bon, il y en a beaucoup. Mais au fond de tout ça, pourquoi les gens font ça? C'est parce qu'il y a une culture qui va un peu à l'encontre des intérêts des propriétaires. Et qui est alimenté par ce qu'on retrouve dans tous les domaines, c'est des groupes de pression. Et moi, ce contre quoi je me bagarre le plus, c'est contre cette puissance des groupes de pression qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Elle est illégitime. Et puis, il y a beaucoup de conflits d'intérêts aussi. Donc, pour moi, c'est là-dessus qu'il faut se bagarrer. Vous avez des conflits d'intérêts, par exemple, dans le fait que des gens ont plusieurs casquettes. Ils sont entrepreneurs aux travaux forestiers, mais ils font aussi de la gestion. C'est-à-dire qu'ils conseillent à leurs clients de faire les travaux ce qui va alimenter leur entreprise. D'accord. Même chose, il y a des pépiniéristes qui font de la gestion. Je n'ai rien contre les pépiniéristes, ils ont leur place. Mais je ne trouve pas normal qu'ils fassent de la gestion. Oui, ça parce fait un que, conflit d'intérêts. évidemment, ça, c'est évident, ça saute aux yeux. Pareil avec le négoce du bois. Il y a des gens qui ont des entreprises de ceci ou de cela et qui font aussi du négoce de bois. Donc, si vous voulez, ils conseillent aux propriétaires de vendre ces bois, ils les cubent, ils les estiment, ils les achètent et ils les revendent. Ça tourne dans un tout petit cercle. Moi, c'est des conflits d'intérêts. C'est évident que c'est des conflits d'intérêts. Ça ne devrait pas exister. Et voilà. Pour moi, si vous voulez, la bagarre, elle doit être à ce niveau. Seulement, là, on est face à des gens qui sont très puissants. La coopérative Alliance, elle fait la moitié ouest de la France. Ah oui, d'accord, oui. Et la coopérative Alliance, elle fait tout. Travaux, négoce, conseil, gestion, cartographie, tout, si vous voulez. D'accord. Et donc selon vous, le point principal sur lequel il faudrait s'atteler, c'est du coup de séparer en disant on ne peut pas à la fois faire la gestion et les travaux et
Bien sûr, c'est très intéressant. Reporter ça, je ne sais pas, moi, dans d'autres branches de l'économie. Bien sûr. Où ça passera jamais. Bien sûr. Et nous, experts forestiers, on a une déontologie et un encadrement qui est fait par le CNEFAF, donc le Conseil national, qui nous interdit le moindre de ces conflits d'intérêts. On n'a pas le droit de faire le moindre soupçon de négoce, si vous voulez, ou des travaux. Je pourrais pas, moi, être expert forestier et faire des travaux, des labours, des plantations ou chez mes clients. J'en fais, mais c'est dans ma forêt personnelle, si vous voulez. Bien sûr. J'ai mon matériel, je le fais moi-même. Mais chez mes clients, je suis plus expert. Là, en 3 semaines après, je perds mon titre. Qui est-ce qui c'est normal, de ça? Ça me convient, bien sûr, je trouve ça bien. Mais en face, on a des concurrents qui ne sont pas du tout... Qui, eux, n'ont pas ces réglementations-là. Voilà. Et qui s'occupe de vérifier pour les experts forestiers? C'est le CNEFAF, le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière. Le CNEFAF. C'est notre ordre, si vous voulez. D'accord. Et c'est très bien, on est encadré, on a des règles à respecter. Moi, ça me convient parfaitement. Mais voilà, il faudrait que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Bien sûr. C'est vraiment très intéressant comme point. Et donc, donc ça, c'est le point que vous mettez en premier en avant sur les conflits d'intérêts. Je vois bien pourquoi. Sur les... Peut-être je peux juste apporter un petit complément. Avec plaisir. Par rapport à tout ça, si vous voulez, nous, à Prociva, on privilégie, on donne la priorité à la régénération naturelle. Parce que ça fait 350 millions d'années que les arbres se régénèrent de façon spontanée et que c'est comme ça que les forêts se sont développées. C'est quelque chose qui marche très bien et surtout avec le pain maritime. Le pain maritime, vous tournez le dos, il y a des graines, il y a des semis. Et sauf qu'aujourd'hui, on ne fait plus du tout de semis, ni artificiel ni naturel. Tout passe par la plantation. Et si vous voulez, ça illustre ce que je vous disais. Comment ça se fait qu'on fasse que de la plantation? Les pépiniéristes qui sont des gestionnaires et les pépiniéristes aussi, ils sont présents au conseil d'administration des instances diverses. C'est vraiment très intéressant comme point. Et juste pour terminer, sur les points techniques que vous disiez plus secondaires, et je comprends bien maintenant que vous m'avez expliqué le premier point pourquoi, vous disiez donc, vous ne conseillez pas d'aller vers la sanction ou la contrainte, mais plutôt vers l'incitation. Oui. Vous pensez à quelque chose en particulier ou c'est plutôt général? Non, je pensais... Enfin, l'exemple de la coupe rase, si on interdit les coupes rases, je vous dis, il se peut que dans certaines conditions, on ait besoin d'en faire, ou que ce soit même à titre d'expérimentation, je ne sais pas. Mais il faut que le gestionnaire... Moi, je prêche depuis toujours pour que le gestionnaire forestier, il ait une grande souplesse de décision. Qu'il soit maître chez lui ou chez ses clients, enfin, qu'il y ait une souveraineté, si vous voulez, du propriétaire, qui puisse décider, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, mais... Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'inciter à aller dans un sens, dans une direction. À dire, oui, faites des coupes rases si vous voulez, mais vous savez, ça peut aussi être plus bénéfique pour vous si vous laissez faire, ou si vous n'en faites pas, ou si vous changez de système. Ouais. Vous voyez, ça peut être incitatif peut-être de façon financière ou technique, je ne sais pas, ou faire apporter de la vulgarisation dans un certain sens, que les conseillers forestiers des chambres d'agriculture, des CRPF, ils soient peut-être plus sensibilisés à conseiller les propriétaires dans un sens plutôt que dans un autre. Vous voyez, c'est plutôt vers ça que je pensais comme incitation. Pas forcément financier, mais enfin, déjà du conseil, parce que du conseil, le conseil que les propriétaires reçoivent chez nous, c'est un seul itinéraire, ça va toujours dans le même sens, et c'est toujours pour schématiser, détruisez ce que vous avez, labourez, plantez. Voilà. Je viens de faire un plan de gestion il y a 15 jours un peu à l'extérieur du massif landais. Une forêt feuillue superbe avec une dizaine d'essences en mélange
qui était à l'abandon depuis 20 ans à peu près. Donc pas de coupe, rien, et vraiment une évolution, une belle évolution avec des beaux arbres, un beau mélange, un état sanitaire très bon, etc. Et avant qu'on me confie le plan de gestion, un organisme avait conseillé à la propriétaire de faire coupe rase, labour, plantation, pain maritime. Voilà. Mais c'est aberrant, si vous voulez. Sous prétexte qu'il y avait quelques aides pour faire ça, sauf que c'est des aides en plus qui couvraient peut-être 10% des frais qu'elle aurait eus. Ou 20%. Et ces aides, c'est quoi exactement? Ça, c'était dans le cadre des aides qui s'appellent Forêt d'avenir. D'accord. C'est un sous-machin de... Comment ça s'appelle? AMI, appel à manifestation d'intérêt. D'accord. AMI, je sais plus, AMI quoi. Okay. Moi je me perds dans ces trucs administratifs, si vous voulez. J'ai même une certaine allergie. Mais c'est Forêt d'avenir, alors c'est en un seul mot, Forêt d'avenir. Voilà, qui est censé proposer aux propriétaires des aides de 40%, je crois, mais enfin, au total, ça fait moins, pour transformer, schématiquement, c'est pour transformer des peuplements malvenants en plantations bienvenantes. Sauf que l'exemple où j'ai mis les pieds, moi, c'était exactement l'inverse. D'accord. Et... Donc, il y a une pression, et cette pression, elle va dans le sens des entrepreneurs de travaux, des pépiniéristes, etc. Et aussi de l'industrie aval, l'industrie de la trituration, de la pâte à papier, etc. Et du coup, ça m'amène à une autre question quand vous dites le conseil, c'est toujours détruire, labourer, planter. Vous dites, moi je suis autodidacte, j'ai appris parce que votre père vous a donné en héritage la parcelle dont vous vous occupez. Tout à l'heure vous avez dit que ProSilva, la méthode ProSilva notamment, était quand même présente et reconnue en chambre d'agriculture, en CRPF. Est-ce qu'il y a quand même dans les autres régions? Dans les autres régions, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a un enjeu autour de la formation? Est-ce que c'est juste dans votre région ou partout? Est-ce qu'il y a un enjeu sur justement comment sont formés les personnels et les personnes qui... Oui, la formation, c'est un point crucial. Alors, d'abord, du côté des propriétaires, il n'y a quasiment aucun professionnel. D'accord. Les propriétaires forestiers, comme moi j'étais, ils héritent de la forêt. Elle leur tombe dans les bras. Et puis, ils sont, facteurs, avocats, plombiers, ils vivent de notre métier. Et donc, si vous voulez, ils n'ont pas la formation technique qui leur permettrait d'avoir un esprit critique sur ce qu'on leur conseille de faire dans les instances officielles. Donc ça, c'est du côté des propriétaires. Alors, il existe des formations, mais qui sont de niveau relativement faible quand même, pas mal, mais un peu rudimentaire. D'accord. Qui s'appelle FOGEFOR. C'est la corporation des propriétaires qui s'est organisée pour mettre ça sur pied. Du côté des ingénieurs et des techniciens, en général, il y a des bonnes formations, ils sont bien formés, et ProSilva est de plus en plus présente aussi au niveau des formations, dans les écoles, que ce soit pour les ingénieurs à Nancy ou dans les différentes écoles. Bon, ça c'est le cadre général. Mais après, alors ça c'est ProSilva est présente, c'est pour les nouvelles générations. C'est ça. Les anciennes générations, c'est individuellement un vieux technicien, un vieil ingénieur. S'il s'intéresse, s'il se passionne pour la forêt, souvent il va aller piocher à droite à gauche et tomber sur ProSilva et accrocher ou ne pas accrocher, mais c'est à condition qu'il soit passionné par ce qu'il fait.
Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Donc ceux qui ne sont pas passionnés, ils font leur truc et notamment ils font ce que leur hiérarchie leur demande. Et leur hiérarchie, chez nous, c'est d'alimenter l'industrie. Ça peut se résumer à ça. Donc la formation, elle est possible, elle existe, et surtout chez les jeunes actuellement. Alors, cela dit, il y a énormément de nouvelles connaissances. La science a produit, elle continue de produire des connaissances en matière de végétaux, de fonctionnement des végétaux, d'échanges entre végétaux et sols, végétaux et champignons, etc. Enfin, c'est explosif en ce moment, la quantité d'études qui sortent. Et alors ces études, elles ne sont pas encore dans les écoles. Donc il y a du retard. Mais ça évolue, ça vient quand même, je pense. Toutes ces études, à mon avis, ou pratiquement toutes, elles vont dans le même sens, celui de ProSilva finalement. Elles nous montrent que l'association des végétaux, des champignons, de la microfaune, etc., ça s'est organisé depuis des millions d'années pour fonctionner au mieux. Donc c'est exactement ce que nous disions, même si c'était intuitif, si vous voulez. Mais la science nous apporte confirmation de ce qu'on pensait. Donc on est très content pour ça, si vous voulez, mais côté formation, on n'est pas encore au niveau pour les techniciens qui sont en phase de formation actuellement ou pour les ingénieurs. Voilà. Alors, parmi les élèves actuels, on voit très bien que certains sont curieux. Moi, j'ai pas mal de jeunes étudiants qui s'adressent à moi, qui voudraient venir en stage ou qui me posent des questions ou qui viennent visiter ma forêt ou autre. Donc, il y a quand même une curiosité qui... Je ne dirais pas qu'elle se généralise, mais enfin, elle est quand même très présente. Et c'est encourageant. Et puis, au cours des visites, au cours des entretiens, les gens que je vois, à qui je montre tout ça, à qui j'en parle, ils sont vraiment... ils mordent au truc, si vous voulez. Ils sont vraiment séduits, je crois, souvent. Pas tous, mais enfin, dans bien des cas. Donc, il y a de la relève. La relève on peut avoir beaucoup d'espoir, si vous voulez, par rapport à ça. Alors, je sais plus. Non, c'était la question sur la formation. Peut-être une anecdote sur la formation, 2 anecdotes, mais je pourrais pas vous citer de nom pour pas mettre des gens en position délicate. Mais récemment, là, j'ai appris que une école refusait à ses élèves de venir en visite chez moi. Parce que j'étais repéré par un de ses partenaires comme étant comme agissant contre ses orientations. Ouais, c'est fou. Deuxième anecdote, je vous ai parlé de ces sessions de FOGEFOR, formation à la gestion forestière pour les propriétaires. Et là aussi, je sais qu'une instance a fait pression sur FOGEFOR récemment pour m'interdire d'y intervenir, pour m'empêcher de donner des cours à FOGEFOR. Parce qu'il y avait des propriétaires qui ont entendu parler de moi et souhaitent quitter l'instance en question et me confier la gestion de leur propriété. Et donc voilà, ils ont cherché à faire pression sur FOGEFOR, sauf que moi j'ai jamais donné de cours à FOGEFOR. Je suis interdit de toute façon, j'étais déjà interdit de... Mais d'où les intérêts extrêmement puissants dont vous parliez. Oui, alors ça c'est que seulement 2 exemples, mais je pourrais vous en sortir plein d'autres. Ceux-là, ils sont tout récents. C'est dans les 15 derniers jours, il s'est passé ça. Voilà. Ou enfin, c'est venu à mes oreilles récemment. Et du coup, une question. Tout à l'heure, vous donniez un exemple d'une forêt de feuillus qui avait été laissée à l'abandon
pendant tout un temps, sur lequel on proposait une aberration, c'est-à-dire de tout détruire pour replanter. Pas tout, mais enfin, ça revenait à détruire 50% et le reste presque pareil. Est-ce que les forêts françaises sont à un moment décisif? Parce que j'imagine que si par exemple on avait fait vraiment ça à une forêt, après combien de temps il faut pour qu'on retrouve un... Ah bah c'est dynamique quand même, les écosystèmes, et ça va vite. À condition on fait un grand carnage, d'accord, mais si après on lui fout la paix pendant 20 ans, elle reprend, elle se remet dans des conditions de rééquilibrage. Je pense qu'il faut 10 ou 20 ans, suivant les cas, mais en 10 ou 20 ans, déjà, on peut reprendre, enfin une forêt peut se remettre dans un état correct, de se rééquilibrer à peu près. Mais c'est pas ça qui se passe. Une fois qu'on a fait coupe rase, labour, plantation, on continue en général, d'amener des engins, c'est des tracteurs de 200 chevaux, avec des outils qui font 5 tonnes, quelquefois il y en a 2 ou 3 derrière, ça peut arriver. Tout ça c'est vraiment violent, donc si on les amène en continu, si on fait des éclaircies très précoces, très fortes, si on fait des coupes rases à 25 ou 30 ans comme ça arrive, plus on va être interventionniste et violent, et plus la forêt aura du mal à se remettre. Alors sur les coupes rases, peut-être un mot de plus. Classiquement, dans le Massif landais, on faisait les coupes rases entre 60 et 80 ans, traditionnellement, voire plus. Et puis actuellement, tout le monde a tendance à réduire les cycles, donc on est plutôt autour de 40 ans, 35 ans, 30 ans, mais moi je vois des peuplements qui sont coupés à ras et qui ont 20 ans, 20-25 ans à peine. Or, l'arbre jeune, il va puiser dans le sol, il va être, en gros, il va appauvrir le sol, il va tirer le lait du sol. Et par contre, c'est en vieillissant qu'il va restituer une partie des nutriments. Donc plus on va faire les coupes rases jeunes, et plus on va appauvrir le sol. Bien sûr. Mais du coup, ça donne quand même de l'espoir quand vous dites 10-20 ans, si on change de modèle, plus la jeune génération qui s'intéresse à ce que vous faites. Et puis la jeune génération, ça part de tous les côtés, parce que là, je vous ai parlé des forestiers, des élèves forestiers, mais en fait, moi je parle très souvent au grand public, parce que j'ai fait beaucoup de ciné-débats après le temps des forêts, que vous avez peut-être vu. Tout à fait. J'ai fait 23 fois, je crois, et puis avant j'avais fait 21 fois pour l'intelligence des arbres. Donc j'ai vu beaucoup de public, de grand public, parce que les forestiers ne viennent pas dans ces films-là, ils ne viennent pas. Mais par contre, le grand public est très présent et il est vraiment très très réceptif à ce que disent ces films et à ce que moi j'explique aussi lors de la séance de débat. Donc il y a les jeunes forestiers en formation, il y a le grand public très réceptif et les médias. Et depuis peu il y a les députés. Donc oui, effectivement, moi je suis très optimiste et ça fait longtemps que je le suis. Mais je savais qu'il faudrait du temps pour qu'on commence à sentir un petit quelque chose. Et là, je trouve que le mouvement s'accélère, ça prend une bonne tournure à mes yeux. Oui. Mais bon, il y a beaucoup de mal qui est fait quand même. Oui, bien sûr. Et ça va continuer parce que il faut toujours du temps, beaucoup de temps pour que les paquebots changent de trajectoire. Ouais. Un grand merci. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose ou est-ce que... Non, j'ai beaucoup parlé, c'est moi qui tout dis. C'est pour ça qu'on vous a invité. Et merci beaucoup vraiment sur les conflits d'intérêts. Je pense que c'est vraiment très important effectivement comme axe.
Et moi, je ne l'avais pas en tête jusqu'alors. Oui, c'est la base, hein, vraiment. Donc, moi, j'analyse les choses comme ça depuis bien longtemps. Et sans résultat, moi, tous mes amis sont forestiers et aucun ne m'écoute. Je suis à l'écart un peu. Hein. Même parmi les experts, on est bons copains, si vous voulez, on a des bonnes relations, mais je suis quand même marginalisé. Or, il me semble quand même que ProSilva, et moi j'y participe, il me semble qu'on ouvre des voies, quoi, et que elles ne sont pas à rejeter d'emblée comme on le fait. Voilà. Bien sûr. Un grand merci, puis merci d'avoir été aussi clair et pédagogique, parce que je pense que ça aide. Merci à vous la suite. encore. Et puis de toute façon, on pourra, puisque vous ne serez pas là aux Assises de la Forêt, on pourra quand même vous envoyer le début de la proposition de loi. Si vous voulez vous aussi faire des apports, c'est avec vraiment grand plaisir. Ce que je voulais vous proposer, il y a c'est les Assises de la Forêt, mais même avant, si jamais vous souhaitez un complément ou si des questions, si vous avez oublié de me poser des questions, ou enfin pour des points de détail ou n'importe quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message, comme on a fait tous ces temps-ci. Je passe déjà beaucoup de temps à répondre à des questions comme ça, mais c'est mon engagement, donc je continuerai, j'irai au bout. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Merci, c'est super gentil.